Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va dire mix complémentaire d'actualité sur différentes informations en continuité de ce que je vous avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos. On va commencer par les prix Nobel de médecine. Alors là, attention, les deux personnes qui ont été récompensées sont évidemment des personnes qui ont travaillé sur la mise au point de l'ARN messager. Alors là, je ne vous cacherai pas que sur les réseaux sociaux, beaucoup remuent la queue en disant « Oui, regardez, voilà, c'est la preuve que, vous voyez, machin, hein, la science, prix Nobel ». Alors oui, je vais vous dire quand même que le prix Nobel aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut ? Il y a eu en effet des prix Nobel tout à fait mérites pour des évolutions, pour des recherches, pour des découvertes qui ont fait avancer véritablement la science sur le plan, sur les différents plans d'ailleurs, puisqu'il existe plusieurs Nobel. Il y a le Nobel de médecine, Nobel de mathématiques, etc. Et le fameux Nobel de la paix, qui est le premier d'ailleurs. Le problème, c'est que le Nobel, c'est un peu comme la Légion d'honneur, c'est que parfois on la donne à des gens qui la méritent, et puis des fois on s'en sert pour servir de l'idéologie ou conforter une idéologie. Et il se trouve que ces deux scientifiques, alors oui, en effet, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé des choses très intéressantes sur l'usage de l'ARN messager. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des scientifiques indépendants. Eh oui, il se trouve que malheureusement, pour les bien-pensants, ce sont des gens qui travaillent pour BioNTech. Donc, business derrière. Pour la petite anecdote quand même, je rappelle que, vous savez, ce procédé qui consistait à faire de la lobotomie en passant par l'œil, ce qui est aujourd'hui considéré par la médecine comme étant un procédé barbare, il se trouve quand même que celui qui a créé cette technique, lui aussi, il a reçu le Nobel. Et pour ce qui concerne le Nobel de la paix, je rappelle que Obama a reçu le Nobel, alors qu'Obama est quand même celui qui a décidé, sur des interventions militaires, de balancer un nombre de bombes sur l'Afghanistan, sur la Syrie, bien plus important que ce que Bush a pu en balancer sur l'Irak et l'Afghanistan en 8 ans, surtout en 4 ans, puisque les événements du 11 septembre sont arrivés peu de temps après sa réélection pour un second tour, un second mandat. Donc voilà, c'est glorifier une distinction est une chose. Sauf quand la distinction, on s'en sert aussi pour des questions idéologiques, pour des questions de récompenser des gens qui ont bien servi, l'ultralibéralisme, qui ont servi les adeptes du nouvel ordre mondial, etc. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Un petit retour aussi sur l'intelligence artificielle. Vous savez, c'est un sujet que j'aborde assez régulièrement parce que c'est à l'image un petit peu de cette technologie qui va très très vite. On a OpenAI qui est la société la plus présente aujourd'hui en matière de développement de ces intelligences artificielles qui touche maintenant, comme je vous l'ai dit, beaucoup de domaines, qui touche. Alors, il y a eu ChatGPT évidemment, qui a été celui qui a été le plus mis en avant. Vous avez Midjourney pour la création graphique. Vous avez Dali aussi, qui est en 3e génération et qui a fortement l'intention d'essayer d'être très concurrentiel par rapport à Midjourney. Aujourd'hui, évidemment, l'objectif, c'est de permettre maintenant de maîtriser un peu mieux le texte, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la création graphique par Internet, par intelligence artificielle, c'est pas encore parfait. Il y a encore quelques écueils. Je vous avais expliqué, souvent quand on regarde des images créées par
intelligence artificielle, surtout quand il s'agit de personnes, on se rend compte que parfois au niveau des yeux ou au niveau des mains, il y a des fois des trucs, ça colle pas. C'est encore du mal à faire une restitution à ce niveau-là, et ce qui fait d'ailleurs que ça donne un signe avant-coureur pour détecter parfois des images qui ne sont pas des vraies images, qui sont des images créées par intelligence artificielle. Et la musique, le texte, etc. Donc on a aujourd'hui un ensemble d'appareils, dont un des derniers dont je vous avais montré un petit peu je vous avais parlé un petit peu de ce truc qui est assez impressionnant, hein, où vous filmez une vidéo et la vidéo va ensuite être traitée par une intelligence artificielle pour vous permettre de faire une vidéo dans différentes langues, mais pas seulement se contenter d'appliquer une voix sur votre texte, mais aussi d'utiliser votre propre voix pour utiliser la langue que vous avez choisie, mais aussi de modifier votre expression labiale, c'est-à-dire adapter les lèvres, vos lèvres, au langage étranger que vous avez utilisé. Alors par exemple, ça c'est une technologie qui est assez impressionnante, qui va s'améliorer, qui va se développer, et vous comprendrez bien que, alors évidemment pour l'instant vous pouvez faire ça que sur une petite vidéo de 30 minutes, mais moyennant un abonnement mensuel de 5 € par exemple, vous pourrez demain, si vous êtes un youtubeur, si vous êtes un vidéaste, bien faire des vidéos de peut-être une demi-heure, 1 heure, et de les transcrire dans différentes langues. Donc ça va vous permettre d'élargir votre champ d'auditoire pour votre chaîne YouTube par exemple. Donc vous voyez, alors pour l'instant c'est pas encore abordable, mais ça va l'être d'ici quelques mois. Ça va très très vite. Alors pourquoi je reviens sur cette intelligence artificielle? Tout simplement parce que OpenAI a décidé de commencer à faire des combinés pour être beaucoup plus adapté aux besoins de certains secteurs professionnels. Je répète, OpenAI va commencer à combiner un certain nombre de ses produits d'intelligence artificielle pour s'adapter au marché de certains secteurs professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'OpenAI va commencer à travailler pour permettre à des entreprises de tout simplement vous remplacer. Je vous rappelle, ça commence à faire un petit peu le tour chez certains vidéastes, chez certains youtubeurs sur cette société c'est Onclusive, pas Onclusion, Onclusion ou Onclusive, je ne sais plus le nom exact, qui a déjà annoncé qu'elle allait virer presque un petit peu plus de la moitié de son effectif, parce qu'elle va remplacer cet effectif par des intelligences artificielles, enfin des applications assistées par intelligence artificielle. Et on commence à y voir un petit peu plus clair sur le fait que qu'est-ce qui va être remplacé, qu'est-ce qui va pouvoir être remplaçable par l'intelligence artificielle. Alors, il y a un certain nombre de métiers, des métiers manuels, qui nécessitent des gestes, des expertises, des améliorations, des savoir-faire qui ne sont pas ou qui ne risquent pas d'être remplacés par de l'intelligence artificielle à court ou moyen terme. Ils le sont peut-être à long terme, mais pour l'instant, par exemple, des métiers qui fabriquent, qui transforment des matières, pour l'instant, ces métiers-là vont certainement être protégés. Alors ça peut être par exemple, même si la robotique aujourd'hui peut s'attaquer à ces domaines, la robotique assistée par une application d'intelligence artificielle, pour l'instant n'a pas la capacité d'expertise sur des spécificités ou des particularités ou voire même des impondérables. Pour l'impondérable, l'être humain reste, le talent reste l'unique outil qui peut
interagir sur un point de vue professionnel pour, à un moment donné, justement, analyser rapidement et faire une expertise rapide et prendre une décision. Ce que l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas capable. En revanche, tous les métiers procéduriers, les métiers administratifs, les métiers de conseil, ces métiers-là, par contre, là, si vous êtes dans ces métiers, je commencerai à m'inquiéter. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers qui ne font qu'appliquer des règles. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autonomie, vous n'avez pas de liberté, si ce n'est, en effet, peut-être avoir une expertise, mais toujours par rapport à des règles. Par exemple, un expert comptable ou un juriste se base sur des textes. Or, vous admettrez qu'une intelligence artificielle aura une plus grande capacité de répondre à un certain nombre de problèmes et de questions, puisque elle aura une mémoire beaucoup plus rapide, beaucoup plus accessible que la mémoire humaine qui n'a pas la science infuse, systématiquement. Un conseiller, sur certains sujets, va devoir faire des recherches, va devoir essayer de trouver des textes pour mieux cerner le problème, pour mieux apporter une équation précise à une question. Ce que l'intelligence artificielle, elle, pourra faire en un claquement de doigts. Donc, ces métiers-là, en effet, eux sont menacés. Donc, ça va très très vite. Même ici aux États-Unis, faut savoir qu'actuellement, je vous avais donné l'exemple de McDonald's, qui fait son test de restaurant automatisé au Texas. L'expérience semble bien fonctionner. Ça ne veut pas dire que ça marche très très bien, parce qu'il y a des clients qui sont assez casse-couilles, on va le dire, et qui évidemment face à une machine risquent peut-être d'avoir un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas se décharger ou se défouler sur un être humain, puisque là, ils seront en face d'une machine. Et la machine, elle, si tu te trompes, c'est toi, c'est ton problème. C'est toi qui t'es trompé, c'est pas la machine. C'est une volonté aux États-Unis aujourd'hui de véritablement se pencher de plus en plus sur la question de pouvoir remplacer l'homme par la machine. Moi, je vous le dis, ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 2012, je me suis rendu compte que sur certains aspects, quand même aux États-Unis, ils étaient un petit peu à la ramasse. Par exemple, les cartes bancaires. Les cartes bancaires, les cartes à puce, alors qu'en France, je veux dire, depuis les années 2000, la carte à puce, c'est tellement démocratisé qu'aujourd'hui, c'est tellement naturel. Mais malheureusement, aux États-Unis, c'était pas naturel. Mais très rapidement, en l'espace de quelques années, la carte à puce pour les cartes bancaires s'est démocratisée de façon très rapide, et voire même les cartes à fréquence. C'est-à-dire les fameux paiements. Vous passez votre carte sur un système à fréquence et vous pouvez valider votre transaction. Et très utilisé aussi maintenant des applications de paiement par application de téléphone mobile, par exemple. C'est ce qui permet aujourd'hui à des commerçants qui vont dans des foires ou dans des festivals, etc., pour vendre des produits, etc. Ils utilisent leur téléphone avec cette application. Ils ont même un petit connectique pour utiliser des cartes avec paiement sans contact ou avec lecture de puce, ou même aussi lecture de bande magnétique. Donc ça a été très 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 vite. Et aujourd'hui, la pandémie a aussi amené de plus en plus d'enseignes à maintenant beaucoup plus prioriser le drive que la consommation sur place. Et donc, par le biais du drive, aussi, encore une fois de plus, des applications qui vous permettent de passer commande. Et au drive, vous passez, vous donnez votre numéro, votre ticket ou votre nom sur lequel vous avez enregistré votre commande, et vous prenez votre commande. Alors il y a des endroits, ça marche bien, il y en a d'autres, c'est encore un petit peu le bordel, parce que très clairement, il n'y a pas l'effectif.
C'est-à-dire que là, ça demande de drainer énormément de commandes dans des périodes très très courtes, hein, ce qu'on appelle en France, ce qu'on appelle les services, hein, mais vous avez des moments dans la journée où évidemment vous avez une croissance d'usage de commandes par Internet qu'il faut savoir gérer. Gérer soit par des personnels spécifiques et spécialisés pour s'occuper justement de toutes les commandes Internet, comme aussi malheureusement vous avez des enseignes qui elles vous disent de toute façon votre commande elle est prête, elle est sur une étagère, donc rentrez, c'est à vous de rentrer dans le magasin pour récupérer votre commande. Alors je ne sais pas si en France ça se fait, parce que je pense qu'en France malheureusement si tu prends une étagère et puis le client il arrive et il prend son paquet etc. Je pense qu'à mon avis, il y en a certains qui s'amuseraient à rentrer dans les boutiques et à piquer finalement des commandes à des gens alors que c'est pas eux qui l'ont commandé. Aux États-Unis, il y a quand même encore une certaine honnêteté, un certain respect qui fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des procédures qui sont plus ou moins bien adaptées au marché américain, qu'en France, on ne pourrait absolument pas faire ça parce que voilà, il y aurait beaucoup trop de vols. Donc voilà, je pense que c'est important que vous sachiez que cette société OpenAI va commencer à travailler là-dessus et donc par conséquent c'est bien pour vendre des prestations, des produits qui amèneront de toute façon à remplacer des métiers, à remplacer du personnel dans les entreprises. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, il y en a beaucoup qui disent oui, enfin c'est pas pour tout de suite, machin. J'espère que dans mes vidéos, je vous ai bien fait prendre conscience qu'en l'espace d'un an et demi, ces technologies sont allées très 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 vite et commencent aujourd'hui à acquérir des performances qui dépassent même la capacité humaine, non pas de produire, mais de produire dans un temps défini et à un coût beaucoup moindre. Et pour terminer sur ce sujet-là, souvenez-vous, je vous avais dit que justement c'était aussi un des sujets polémiques de la fameuse grève des auteurs et scénaristes à Hollywood. Alors il se trouve que là, les syndicats ont trouvé finalement un accord. L'accord doit être signé, je crois, ce mois-ci, début octobre, ou au mois de novembre, je crois, ce mois de novembre. Donc la grève a été suspendue, donc là, ça y est, les producteurs, les streamers, etc. vont pouvoir se respirer et reprendre les tournages qui étaient en cours, etc. Donc, et justement, l'argument, c'était de cadrer, on va dire, au niveau des producteurs, l'usage de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de ne pas remplacer des scénaristes ou des auteurs par de l'intelligence artificielle. Revenons sur le paysage politique français. On a vu Roussel se faire un peu allumer dans l'émission de Léa Salamé toute une époque, voire même le faire culpabiliser du fait que peut-être, à cause de lui, la France insoumise aurait pu être au second tour, au présidentiel. Et que la NUPES, c'était peut-être un opportunisme pour lui et son parti. Hein, il s'est défendu d'ailleurs d'avoir surfé sur le truc, alors qu'en fait, pour les législatives, il a bien intégré sur l'affiche la NUPES. Mais au-delà du fait que Roussel soit mis en porte-à-faux sur le fait qu'aujourd'hui, il considère que sur certaines positions, il s'éloigne de la NUPES, etc. Ça remet véritablement de la perspective sur ce qu'est finalement la NUPES. La NUPES, c'est quoi? C'est un mouvement opportuniste dont les France Insoumises ont voulu se servir pour essayer de ne pas se prendre une claque aux législatives, car je rappelle, le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national, qui a plus de 90 sièges. Alors,
l'intérêt d'avoir créé la NUPES, c'est que les insoumis se planquent derrière la NUPES pour dire non, c'est nous le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Sauf que non, c'est pas un parti, la NUPES, c'est une coalition. C'est un mouvement rassemblant les insoumis, les communistes, les socialistes et Europe Écologie Les Verts. Sauf que le problème, c'est que les insoumis, en effet, peuvent se tirer la plus grosse part du gâteau, on va dire, en matière d'intention, en matière d'ambition, etc. Puisque la NUPES est née du résultat du premier tour des présidentielles, où très clairement, le Parti socialiste, les communistes et même les républicains, à outre mesure, se sont pris une claque dans la figure. Je rappelle que ce soit les républicains, que ce soit les socialistes, les communistes, ou même Europe Écologie Les Verts, ils n'ont pas dépassé les 6%. Je dirais même que sur le podium, si en effet c'est le Rassemblement national, Macron et Mélenchon qui étaient sur le podium, celui qui arrivait derrière, c'était Éric Zemmour, avec 7%. En plus, avec un parti qui n'avait que quelques mois d'existence. Évidemment, on est très loin de ce que les sondages annonçaient qu'il pouvait faire éventuellement entre 14 et 17%. Mais il n'empêche que 7%. Devant le Parti socialiste, les communistes, l'Europe Écologie Les Verts et les républicains. Donc pour les législatives, pour éviter de se prendre encore plus une tôle, les socialistes, les communistes et Europe Écologie Les Verts ont accepté la proposition des Insoumis de créer cette coalition. Mais le problème, c'est que, en effet, cette NUPES a une position dominante en tant qu'opposition à l'Assemblée nationale. Sauf que le problème, c'est que sur certains points, les insoumis ont une fâcheuse tendance à croire qu'ils peuvent s'imposer aux autres et que les autres vont dire amen à ce que tous les insoumis peuvent éventuellement proposer, dire, débattre, etc. Il y a de la dissidence. Il y a de la dissidence au sein du Parti socialiste et évidemment du côté des communistes. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas à Mélenchon. Parce que Mélenchon, lui, il dit, ça démontre qu'il y a quand même un peu de division au sein du mouvement, que le mouvement n'est pas homogène comme il le souhaitait, comme il voudrait qu'il le soit. Surtout qu'en plus, les insoumis se sont comportés parfois de façon un peu rentre-dedans, ne pas respecter les règles institutionnelles, etc. Preuve en est d'ailleurs, c'est que Ruffin, qui récemment a voulu intégrer dans le combat, je trouve des éléments intéressants, des éléments qui rentrent bien dans la lignée d'un combat de gauche, entre guillemets, on l'a remercié. On lui dit non, tes trucs là, ça ne nous intéresse pas, c'est pas à l'ordre du jour. Franchement, Ruffin, je comprends pas. Ruffin, il a une notoriété suffisante pour faire autre chose. Parce que très clairement, au sein des Insoumis, il est pieds et poings liés, quoi. Donc du coup, Roussel s'est pris une tôle. Mais alors, ce que ça révèle, en fait, ça révèle le fait que quand on est dans une démocratie, la démocratie, c'est la capacité, par l'intermédiaire d'idéologies, par l'intermédiaire de partis politiques, par l'intermédiaire de politiciens, par l'intermédiaire de personnalités, de faire avancer le débat démocratique par, justement, des questions, par des débats, par des critiques. Or, qu'est-ce qu'on constate ? On constate de plus en plus que des gens qui abordent un certain nombre de sujets qui sont des vrais sujets,
soit on les met à l'écart, soit on essaie de les discréditer. Alors qu'ils sont quand même bien dans une ligne qui correspond bien à leurs idéaux politiques, qui même moi qui ne suis pas ni de gauche ni de droite, je reconnais parfois dans certains discours certaines cohérences idéologiques, voire même je partage certaines idées qui émanent de gens de gauche comme de gens de droite. Parce que pour moi ils sont adaptés, ils sont cohérents par rapport à la réalité. Sauf qu'évidemment, pour certains, ça va à l'encontre de certains protectionnismes idéologiques. Donc, on est bien dans un système où, de plus en plus, on est en train de bâillonner finalement. De bâillonner le débat, de bâillonner la contestation. Et exactement ce qui se passe avec Macron aujourd'hui. On voit le déplacement qu'il fait, tous les déplacements qu'il fait, de toute façon, maintenant, il va se trouver confronté à des gens qui vont lui rappeler qu'il n'a plus la légitimité de l'opinion. Il a la légitimité des urnes, et encore, la légitimité des urnes, dans une petite stratégie que bien bon nombre de gens de plateau, etc., s'efforcent de faire oublier aux Français, pour rappeler, non, le processus démocratique, il a bien fonctionné. Emmanuel Macron, il est légitime, il a été élu. Oui, il a été élu, mais il a été élu par des gens qui ont voté contre Marine Le Pen, pas pour Emmanuel Macron. Et même encore aujourd'hui, vous avez des gens qui s'expriment, qui disent oui, la prochaine fois, si jamais Édouard Philippe, par exemple, est au second tour, je voterai Front National. Alors là, qu'est-ce qu'on dit pas là? Oh là! Mais attendez, où est la liberté d'opinion? Ça devient dangereux, tous ces gens qui sont les redresseurs de tort. T'as le droit de partager les idées de l'extrême droite si t'as envie. Ça fait partie de ta liberté. Après que t'aies raison ou tort, ça, c'est pas le problème. Le problème, il se résout dans le débat. Chacun donne ses positions, donne ses arguments, et après, chacun voit qui a raison, qui a tort, etc. Mais on veut systématiquement bâillonner des gens parce qu'ils ont des idées. Parce qu'ils ont des idées, parce que ce sont des gens plutôt conservateurs. Alors forcément, aujourd'hui, conservateur, c'est extrême droite. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait qu'aujourd'hui, les gens de gauche, tout du moins ceux qui se prétendent vouloir défendre les idées de gauche, sont en panique. Ils se rendent compte que le peuple commence à en avoir un petit peu ras le cul de leurs conneries, que ce soit par rapport à la crise, que ce soit par rapport à l'inflation, que ce soit par rapport au Covid, que ce soit par rapport aux migrants, par rapport à l'insécurité, etc., etc. Je veux dire, tout est fait pour alimenter le vivier de l'extrême droite. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas fait exprès? Non? Là, vous avez, par exemple, un membre de la France Insoumise qui s'enorgueillit d'avoir fait un entraînement de boxe avec des Black Blocs, je crois, des Antifas, je ne sais plus. Et de l'autre, vous avez un groupuscule d'extrême droite, alors on ne donne pas de nom, ça la fout mal, qui a été arrêté parce que ils étaient dans une préparation d'attentat ou d'un truc comme ça. Mais on a les extrêmes qu'on mérite. Sauf que quand vous avez des gens qui essaient de vous focaliser absolument sur la diabolisation de tout ce qui est extrême droite, mais par contre, quand vous avez à l'extrême gauche des comportements tout à fait identiques, voire même pire, ah non, là, silence. Non, il ne faut pas en parler. Il ne faut rien dire. Je suis désolé, mais tous les Français qui ont un tant soit peu un cerveau et qui savent s'en servir, il y a un moment donné, ils se rendent compte que c'est du foutage de gueule. Ils se rendent compte qu'on est en train de les manipuler, qu'on est en train de leur dire « faut penser ci, ne pensez pas ça ».
il y a un moment donné où c'est trop gros. Alors après, on peut faire des sondages, il n'y a pas de souci. Et vous savez ce que c'est que la valeur des sondages. C'est quand vous voulez démontrer qu'il y a plus de Français qui sont prêts à accepter des migrants chez eux, les algorithmes des sociétés de sondage vont très bien fonctionner pour aller chercher les quelques milliers de gens de l'échantillonnage sur lequel on va faire le sondage, qui sont fichés, qui sont connus pour être des gens plutôt de gauche, humanistes, que des gens de droite, conservateurs, voire anti-immigration. Et d'ailleurs, même ici aux États-Unis, on en arrive à des discours parfois hallucinants. On a le gouverneur de New York, par exemple, suite au problème de migrants à New York, qui s'est amusé à dire non, on doit accepter l'immigration. On ne peut pas rejeter les gens. Il faut ouvrir nos bras aux migrants. Bon, par contre, peut-être que oui, il faudrait peut-être limiter. Pardon. Non, tu commences ton discours en disant oui, il faut ouvrir la porte aux migrants, etc. Puis derrière, on dit oui, mais il faut quand même limiter. Donc ça veut dire que tu reconnais qu'il y a quand même un problème. Mais non, voilà, on essaie d'un côté de conforter l'idéologie pro-migrant, mais de l'autre, on essaie de caresser dans le sens du poil une opinion qui se fait majoritaire de gens qui se disent oui, peut-être que l'immigration va peut-être falloir quand même arrêter. Parce que ces gens-là, on ne peut pas les laisser dans la rue, on les subventionne. Je rappelle qu'actuellement à New York, vous avez une aide d'État pour permettre de pouvoir se payer des chambres, des nuits dans des hôtels. Sauf qu'il y a beaucoup de migrants qui sont dans New York, dans Manhattan, et qui ont décidé d'aller dans des hôtels de luxe. Donc c'est-à-dire que le contribuable américain new-yorkais, il va payer 500 à 900 boules la nuit pour des migrants. Ah ouais, non mais... Donc, on est bien dans le processus de ce que je vous disais depuis longtemps, c'est-à-dire c'est la déliquescence du paysage politique français, comme on a fait une déliquescence du paysage politique américain, sauf qu'ils n'ont pas percuté qu'à force de faire passer les politiciens pour des enfants, des abrutis, des menteurs, etc., ils ne s'attendaient pas à ce que des Américains finissent par voter pour un milliardaire qui s'appelle Donald Trump. Et que même encore aujourd'hui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'il puisse advenir dans ces procès, s'il peut être éligible, il y a des chances qu'il le soit. Même du côté des républicains, là, il y a une ancienne gouverneure de je ne sais plus quel État qui a décidé de se lancer dans la course à la primaire, mais on sent bien qu'ils sont dans la merde, on sent bien qu'ils sont en panique. Je veux dire, les sondages internes comme les sondages publics continuent à mettre Donald Trump à minimum 10 points d'avance de DeSantis. En sachant que parmi les candidats actuellement prononcés, il y en a certains qui sont en train de se donner un plan B, de supporter Donald Trump si Donald Trump remporte la primaire. Et qui plus est, jouer leur carte pour éventuellement rentrer dans l'administration de Donald Trump si Donald Trump est élu président. Ça, on connaît. Mais c'est tellement voyant, c'est tellement prononcé, que comment voulez-vous que des Américains votent pour des gens dont on sait que c'est des gens qui ne pensent qu'à leur carrière. Ils ne sont pas pour défendre les intérêts des Américains, ils sont là pour leur carrière. Point. Et en France, vous commencez à voir les mêmes. Des politiciens qui vont vous raconter ce que vous voulez bien entendre, mais qui en réalité, dans les faits, si on est un tant soit peu intéressé par l'économie, l'administration, la constitution, le législatif, etc.,
Et on sait déjà d'avance que ces gens-là n'auront jamais les moyens de faire ce qu'ils disent. C'est comme Macron. Macron qui t'annonce aujourd'hui, oui, on va rajouter 200 gendarmeries. Alors déjà, le truc qui est assez marrant, c'est oui, on mettra il y aura 7 personnes en effectif. Attendez, qu'est-ce qu'une gendarmerie? Alors, pour des petites gendarmeries, pour des petits villages, ou des trucs comme ça, 7 gendarmes, oui, pourquoi pas. Mais où est-ce qu'on a le plus besoin d'autorité aujourd'hui? C'est pas dans les petits villages, c'est dans les banlieues, c'est dans les grandes agglomérations. Repositionner de la présence et de la sécurité. On a le président qui admet, oui, en effet, que la sécurité, c'est un problème aujourd'hui. C'est un vrai problème. Ben oui, mais déjà, travaille sur le plan législatif. Travaille au niveau des lois. Rajouter des flics ou des gendarmes. Si les flics et les gendarmes, ils font leur boulot, mais que si derrière, vous avez des magistrats ou vous avez une magistrature complaisante, vous avez des juges complaisants qui relâchent dans la nature des gens qui ne devraient pas être relâchés dans la nature, et ça sert à rien. Enfin, je sais pas, ce que je vous dis là, est-ce que ça vous paraît logique? À quoi ça sert de mettre plus de personnel dans une entreprise si derrière vous n'investissez pas dans les outils, dans les procédures, et que finalement les gens vont vous faire de la merde et vous allez payer des gens à faire de la merde qui sera contre-productif dans l'intérêt du bénéfice, du chiffre d'affaires de votre entreprise. Ben Macron, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de jouer la carte de je promets plus d'emplois, je promets plus de postes. Ok, c'est bien de mettre des postes, c'est bien de mettre des emplois, mais ça a un coût. Et si le fait que tu mettes plus de personnel, en réalité n'apporte rien parce que le personnel, lui, il a besoin d'outils, mais que les outils ne sont pas modernisés, ne sont pas efficaces, sont vieux, sont défectueux, voire même, encore une fois de plus, comme je vous le dis, sur la preuve des flics et des gendarmes, si derrière vous ne réformez pas la justice et que vous laissez votre Dupond-Moretti en place, même les discours ponctuels sur certains événements, mais en réalité, est-ce que c'est suivi des faits? Non. C'est de la com. Ce n'est que de la com. Donc à un moment donné, j'espère que les Français vont se réveiller et de se dire que, bah non, on n'a pas envie de payer des impôts pour payer des gens à rien foutre et à se foutre de notre gueule. Surtout quand vous avez un mec comme Roussel, Roussel, il essaie de défendre son bout de gras, mais il le fait de maladroit. Donc moi, je suis désolé, mais qu'il y ait des gens qui continuent à voter communiste par conviction. Et à un moment donné, posez-vous la question si vous ne feriez pas mieux de refonder un vrai parti communiste plutôt que de continuer à voter pour des partis qui, de toute façon, ne font que du carriérisme individuel et ne font pas d'idéologie politique. Et enfin, je vais terminer avec, évidemment, un des gros sujets qui est l'Ukraine. Alors, c'est très amusant ce qui est en train de se passer parce que on voit bien que d'un côté, il commence à y avoir du réalisme qui remonte à la surface. Et dernièrement, là, j'ai lu un article qui a pu établir qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des combattants ukrainiens, c'est 40 ans. Ça pose un problème quand même. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais depuis le début. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment donné où il ne va pas y avoir assez d'Ukrainiens à envoyer au front. Il va y avoir un problème d'effectifs. Parce qu'à force d'envoyer des gens comme chair à canon, avec du matériel où on attend toujours que les mecs soient formés, bah oui, je ne suis pas certain que les avions, une fois que l'armée ukrainienne aura les avions qu'on leur a promis, ça va résoudre les problèmes. C'est une guerre qui s'enlise. Et vous savez que les guerres qui s'enlisent, en règle générale, je pense que les Américains, ils ont compris la leçon à plusieurs reprises. Ils savent que ça risque de coûter un pognon fou et que par conséquent, politiquement, ça va poser un problème au niveau de l'électorat. Et que par conséquent, il y a des gens, comme en France par exemple,
qui pourrait très bien demain jouer sur ce facteur en disant aux électeurs, en disant, vous voyez, la guerre en Ukraine, Poutine, il a envahi, il a conquis, mais force est de constater qu'il n'y a qu'aujourd'hui 2 solutions. C'est soit on déclare la guerre à la Russie pour sortir l'Ukraine et bouter tous les Russes d'Ukraine. Mais là, dans ce cas-là, il ne se passe pas une semaine avant qu'on se prenne des bombes nucléaires sur le coin de la tronche. Ou alors, on cherche des compromis. Sauf qu'évidemment, chercher des compromis, il y en a certains dans leurs oreilles, ah non, hors de question, il faut absolument reconquérir la Crimée, le Donbass, tous derrière, un soutien absolu à l'Ukraine. Et ces gens-là, quand vous leur dites, ok, soutien absolu à l'Ukraine, avec quels moyens? Parce que ceux qui disent ça, je peux vous garantir une chose, c'est que si jamais un jour on fait une mobilisation ou un recrutement pour envoyer des soldats en Ukraine, ça va être les premiers à faire en sorte que leur fils ou leur fille échappe. C'est toujours les mêmes, de toute façon. Toujours les mêmes qui veulent la guerre, mais avec les enfants des autres, pas les leurs. Ça a toujours été, de toute façon. Et alors surtout LCI, alors LCI, je ne comprends pas LCI d'inviter des gens qui tiennent des propos pires. Vous avez cette journaliste qui est pourtant une journaliste d'origine russe. Alors elle, dans le genre sentiment russophobe à fond, tu as envie de lui dire, mais est-ce que tu as honte de renier à ce point tes origines, ta culture? Qu'est-ce qui vous dérange avec la Russie? C'est la politique de Poutine. Mais est-ce que Poutine est à l'image de l'ensemble du pays? Est-ce qu'à un moment donné, on ne prend pas leur hauteur en disant, attendez, c'est comme si on disait, Macron est à l'image des Français. Donc il faut détester tous les Français parce que Macron. Non. Il y a des Russes aujourd'hui. Récemment, j'ai vu une vidéo où ils vont fêter les 100 ans de Mosfilm. Mosfilm, c'est une société de production russe. Alors c'est une société de production qui est née évidemment avec le communisme, mais qui aujourd'hui est une société de production qui fait des films, etc. Alors il faut détester cette société de production. Pourquoi? Parce que c'est une société de production de propagande russe. Mais, attendez, dans le cinéma russe, oui, il y a des films qui font un peu de propagande, mais est-ce que le cinéma français ne fait pas un peu de propagande aussi? Donc il y a un moment donné, si vous voulez, va falloir être un petit peu réaliste. Donc l'Ukraine, j'ai envie de dire, le petit Zelensky, je pense qu'à mon avis, il commence à sentir que le vent commence à tourner. Il sait très bien que même si on lui envoie tous les chars du monde, tous les avions du monde, etc., ça ne va pas résoudre le problème. Et donc cette véhémence qu'on est en train de voir un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, etc., sont le signe avant-coureur qu'aujourd'hui ces gens-là commencent à se dire, et si finalement, mais on reviendra évidemment sur ces sujets, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un petit peu ces vidéos pour avoir un petit peu la continuité, etc. Parce que concernant l'Ukraine, par exemple, vous savez qu'aux États-Unis, là, on vient d'avoir le vote pour continuer à endetter finalement le pays, pour éviter les fameux shutdowns que vous avez entendu parler de temps en temps. L'administration Biden donc, a réussi à trouver un accord, et dans cet accord, il est prévu de commencer à réfléchir à arrêter d'envoyer de l'argent à l'Ukraine, arrêter de financer l'Ukraine et trouver d'autres solutions. Mais à côté de ça, vous avez un Biden qui, lui, va tenir le discours complètement inverse. Et évidemment, vous avez aujourd'hui sur les réseaux conservateurs une dénonciation d'un président qui a accepté, ou tout du moins son administration a accepté un deal, mais qui lui-même ne respecte pas le deal. Voilà. C'est dramatique, mais c'est comme ça. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo.
Soyez vigilants, soyez prudents et portez-vous bien.